Dans l'univers des escroqueries et des arnaques audacieuses, certains noms se démarquent par leur exploit légendaire. Parmi eux se trouve celui de Victor Lustig, un maître de la tromperie et de la manipulation qui a marqué l'histoire en vendant non pas une, mais 2 fois la célèbre Tour Eiffel. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'univers fascinant de cet escroc hors du commun et explorerons les détails captivants de ses opérations qui ont ébranlé le monde et fait de lui l'un des plus grands imposteurs de tous les temps. Victor Lustig a changé plus de 45 fois d'identité, modifiant son nom, son apparence ainsi que son pays d'origine. On n'est donc pas sûr de qui il est vraiment. Certains disent qu'il vient de l'actuelle République tchèque et qu'il aurait eu une enfance difficile, manquant d'argent, de nourriture et de vêtements. Il aurait mal vécu le divorce de ses parents et aurait alors quitté l'école et fugué de la maison. Mais d'autres disent qu'il viendrait d'une famille aisée de l'ancienne Autriche-Hongrie et qu'il aurait même fait des études brillantes au point qu'il parlait couramment au moins 5 langues. Mais que l'effort et le travail ne l'intéressaient pas. Il se serait donc mis à l'escroquerie en mettant à profit son intelligence. On ne saura sûrement jamais la vérité, mais quoi qu'il en soit, on sait qu'il aime apprendre, ce qui l'aidera par la suite. Assez jeune, il commence donc à voler et à escroquer. Il s'en prend notamment aux personnes accros aux jeux d'argent. Il fera d'ailleurs divers séjours en prison dans plusieurs capitales européennes. On est dans une période où les États-Unis sont vus comme un Eldorado, un endroit où on peut facilement devenir riche et où tout est possible. Beaucoup rêvent d'y aller, dont Victor. Mais sur le bateau qui l'amène à New York, il se rend compte que c'est l'endroit idéal pour escroquer les passagers. En effet, il y a beaucoup de clients riches qui occupent leur temps à jouer au casino du bateau. Il faut savoir qu'à l'époque, la traversée prend plus d'1 semaine, et Victor en profite pour escroquer le plus de gens possible. Il fait même plusieurs allers-retours. Après la Première Guerre mondiale, il décide d'aller à New York. Il s'achète des vêtements somptueux et commence à se faire appeler comte. Il dit être un riche aristocrate en exil politique. Il joue le rôle à la perfection, ce qui lui permet d'escroquer beaucoup de monde. Nous sommes alors dans les années 20, dites les années folles, qui, pour Victor, est une époque parfaite pour mettre son plan à exécution. Il commence à faire de la contrebande, avec du whisky par exemple. Il invente ensuite des fausses machines qui feraient des billets en double. Il arrive à les revendre et à se faire beaucoup d'argent, en les vendant plus de 10 000 $ chacune. Vous allez me dire comment quelqu'un peut être aussi bête pour acheter cette machine ? En fait, il se procurait des nouveaux billets de 100 $ pour faire en sorte d'avoir les nombres séquentiels qui se suivaient. Ensuite, il grattait le dernier chiffre pour mettre le même numéro sur plusieurs billets. Ensuite, quand il choisissait ses futures victimes, il ne leur parlait pas tout de suite de la boîte qu'il avait appelée Magic Money Machine. Il les mettait d'abord en confiance. Par exemple, un jour, dans un casino, il vole le portefeuille d'un joueur, puis lui rend en disant qu'il l'avait fait tomber par terre. Il commence alors à discuter avec ses victimes et parle furtivement de sa boîte. Mais curieux, ses victimes veulent en savoir plus et souhaitent ensuite une démonstration. Victor se montre réticent, puis accepte. Quand il leur montre la machine, il explique qu'il faut mettre un billet de 100 à l'intérieur, ainsi qu'un papier appelé currency paper, vierge. Il ajoutait qu'il fallait attendre 6 heures pour avoir une copie exacte du billet. Il disait ça pour avoir le temps de fuir la ville avant que la victime découvre la supercherie. Victor n'a jamais été arrêté pour ce délit, car personne ne s'est plaint auprès de la police, car ce serait avouer avoir fait de faux billets, ce qui est illégal. Mais en mai 1925, Victor va plus loin. Alors qu'il lit son journal, un article explique que la Tour Eiffel est en état de délabrement et qu'il serait moins coûteux pour l'État de la détruire plutôt que de la rénover. En fait, si elle était en si mauvais état, c'est parce qu'elle a été construite en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris. Au départ, elle devait être temporaire et être démolie 20 ans plus tard. Mais les Parisiens étaient contre et ils ont donc décidé de la garder. Victor prépare son plan méticuleusement et se rend à Paris. Quand il arrive dans la capitale française, il obtient de faux documents d'accréditation du ministère de la Poste qui était responsable de la tour, grâce à ses contacts dans la pègre. Ensuite, il réserve une chambre dans un hôtel de luxe sous le nom d'un fonctionnaire du ministère. Il envoie une lettre aux 6 plus grands ferrailleurs de la ville pour leur donner rendez-vous en expliquant qu'ils doivent discuter d'une affaire privée, qui ne peut pas être évoquée en public. Lors du rendez-vous, il parle dans un français parfait et il explique que le gouvernement veut détruire le monument, mais que l'affaire est encore secrète, car il a peur que l'histoire soit un tollé. Il explique ensuite que l'État est prêt à la vendre, ce qui est une occasion en or, car on parle de 7300 tonnes d'acier. Pour rendre son arnaque crédible, il leur propose d'aller visiter la tour. Muni d'une fausse carte d'accès, il contourne la queue et monte au 3e étage, d'où les ferrailleurs peuvent contempler Paris. Il réussit alors à gagner leur confiance en se montrant très professionnel et tous lui ont proposé une offre.
L'escroc pose son dévolu sur André Poisson, car Victor voit que le ferrailleur a vraiment besoin de ce projet pour faire avancer son entreprise, et il est donc prêt à tout pour acquérir la dame de fer. Il lui propose de rester plus longtemps pour discuter. Alors qu'ils sont à deux, Victor explique les difficultés d'être fonctionnaire. Son but est d'avoir un pot de vin, quelque chose qui était très courant à cette époque dans les affaires. Poisson accepte et les deux hommes concluent un marché. Après cet échange, Victor a tout de suite encaissé le chèque et s'est enfui en Autriche. Quelques mois plus tard, il fera exactement la même chose avec d'autres ferrailleurs. Et s'il a réussi à le faire une seconde fois, c'est parce que Poisson a eu trop honte pour en parler et a étouffé l'affaire. La seconde fois, l'acheteur s'est plaint à la police. Victor a donc dû quitter le pays et est retourné aux États-Unis. Il faut savoir que l'escroc en veut toujours plus. Il n'est jamais rassasié et il commence à refaire de la contrebande et notamment de faux billets. On est dans une période particulière, juste après le crash boursier de 1929. Et pourtant, le marché de Victor lui aurait permis de se faire plus d'1 million de dollars. Il commence aussi à vendre à nouveau ses Magic Money Machines. Mais un jour, il escroque un policier qui retrouvera sa trace. Alors qu'une bagarre éclate, Victor s'excuse et propose de lui donner le double de ce qu'il a payé pour la boîte, à savoir 50 000 dollars, qui étaient bien sûr des faux billets. Le policier ne s'en rend compte qu'après, mais il lance une alerte et les services secrets commencent à pister l'escroc. En 1934, une équipe spéciale est créée et l'arrêtera un an plus tard. Pourtant, ce n'est pas la fin pour Victor. Quelques mois plus tard, il réussit à s'échapper de la prison de Manhattan en fabriquant une corde avec ses draps. Il avait réussi à couper les barreaux de sa cellule avec une pince. Il est retrouvé moins d'1 mois après et est condamné à 20 ans de prison. Il est envoyé à Alcatraz, qui était considéré comme l'une des prisons les plus sécurisées et impénétrables des États-Unis. Selon la légende, Victor aurait arnaqué Al Capone de 5 000 dollars et pourtant, ce dernier aurait assuré sa protection en prison. Il aurait aussi affiché dans sa cellule une carte postale de la Tour Eiffel avec à noter « Vendu 100 000 francs ». Il meurt en prison quelques années plus tard, en 1947, d'une pneumonie. Avec une habileté sans pareille, Victor Lustig a su exploiter les faiblesses humaines et profiter des circonstances pour mener à bien ses entreprises frauduleuses. Son histoire nous avertit que la confiance aveugle peut être notre pire ennemi. Ses exploits sont un rappel constant de la nécessité de rester vigilant et de faire preuve de scepticisme face aux offres trop belles pour être vraies. Bien que ses actions aient été illégales et moralement répréhensibles, il ne cesse de fasciner. Sa capacité à vendre un symbole aussi emblématique que la Tour Eiffel souligne l'ampleur de son audace et de son talent de manipulateur.